Bonjour et bienvenue à Strasbourg où nous recevons Kalva Iemefuka de la l'IPDC et Raphaël Mukandila de la GLTP. Voilà, de la GLTP, autrement dit Génération Lettres des 13 parlementaires. Alors ils vont nous parler de leur actualité. L'actualité ici à Strasbourg, c'est la manifestation qui est organisée tous les samedis depuis bientôt un mois et ça va continuer encore pendant 4 semaines. Sur la place Kléber pour sensibiliser l'opinion publique occidentale sur la situation au Congo. Alors, généralement, la guerre, les morts, les viols, ça, on en parle à tout moment et on n'en parlera jamais assez. Il y a aussi un débat en interne sur la façon dont les Congo est géré. Alors là, il y a deux écoles. Une école qui parle d'occupation et une autre école qui pointe du doigt certaines insuffisances internes. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'interpeller l'Union européenne et l'ONU par une pétition sur la façon dont les Congo est géré, nonobstant les noms qu'on peut donner à ces gouvernements, gouvernements d'occupation, dictature, tout ce que vous voulez. Alors cette interview sera axée sur ces points-là. Concrètement, que reprochez-vous au gouvernement congolais actuel au point d'initier une pétition à envoyer à l'ONU et au Parlement européen? Que reprochez-vous concrètement à ces gouvernements? Raphaël. Dans un premier temps, nous disons, comme vous avez dit, nous sommes dans une action sur la place Kléber que nous avons dénommée Action pour le triomphe de la justice et de la liberté en RDC et dans le monde. Et en résumé, nous supposons c'est l'insuffisance de liberté et de justice en RDC qui est à la base des viols des femmes, qui est à la base de 8 millions de morts. Donc dans les fonctionnements internes des structures politiques de la RDC, il n'y a pas une justice, il n'y a pas le respect des libertés individuelles et collectives, et surtout le respect des libertés d'expression. Et nous pouvons le détailler, nous avons retenu 6 points qui démontrent ça, qui illustrent ça, et c'est de cela peut-être que nous allons développer avec mon collègue Kalva Iemefuka. Chacun vous donnera à son tour un aspect de ces points-là qui démontrent qu'il n'y a pas de justice et de liberté dans notre pays. Bon, alors commençons sur l'aspect salarial. Qu'avez-vous constaté au point de vos réflexions? Ouais, merci pour la parole. C'est Kalva de la l'IPDC. C'est Kalva de l'IPDC. Je vais d'abord commencer par se répéter le compatriote qui a parlé de l'action qui est sur la place Kléber pour qu'il y ait vraiment une justice et vraiment que les lois, les droits et les lois des Congolais soient vraiment bien respectés. Donc, sur les 6 points que nous on a réfléchi, qui sont pour nous, entre autres, les multiples causes qui ont ramené le pays à ce stade, mais nous on a pensé quelques 6 points qui nous dit que si on prenait ces 6 points, on trouvait des solutions sur ces 6 points, on peut quand même à venir pour installer dans ces pays-là un état de droit. Et on va commencer par le premier point, qui est la tension salariale. Par là, on veut dire quoi? C'est qu'au Congo, il y a un disproportionnement des salaires qui, aujourd'hui, le président de la République, par exemple, dans la Constitution, c'est bien écrit noir sur blanc, qu'il gagne 28 000 $ par mois. 28 000 $ par mois pour le président de la République, mais le huissier de base, il gagne, on va dire en moyenne, 50 $ par mois. C'est-à-dire il faut à ces huissiers qu'ils passent 46 ans de sa vie pour gagner la totalité du salaire du président de la République. Vous imaginez quelqu'un qui doit payer un loyer, quelqu'un qui doit nourrir ses enfants, les envoyer à l'école, et il doit gagner par mois 50 $. Et pourtant, il faut encore 46 ans, je ne sais pas vous compter le nombre de mois qu'il y a dedans, pour que le monsieur puisse totaliser le salaire que le président gagne. C'est-à-dire qu'il lui faut 560 mois pour avoir le même salaire que le président gagne dans un mois. C'est-à-dire, la tension salariale, par exemple, ici en France, le président de la République gagne, François Hollande, il gagne 22 000 €. Et la classe moyenne, c'est-à-dire le salaire moyen d'un Français, c'est 2 300 €. C'est-à-dire qu'on a une tension salariale de 1 à 10. Donc, vraiment, sur cette base-là déjà, on peut dire que non,
il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, il faut déjà voir comment payer un salaire correct pour que quelqu'un puisse vivre, nourrir une famille, payer des loyers, ainsi de suite. Et encore, les combles, ces $50, ils ne sont pas payés mensuellement. Ils ont les location. C'est-à-dire, on lui dit, voilà, il faut attendre le mois prochain. Et ils peuvent rester 5 mois impayés. Et voilà les conséquences qui vont en découler. Vous le connaissez. Ce qui favorise, entre autres, la corruption. Alors, vous avez relevé ensuite qu'il y a un problème de versement des recettes publiques disons, au niveau des services publics. L'État collectionne des recettes qui ne sont pas versées pour le bon fonctionnement des recettes publiques. Vous qui avez creusé ce point dans votre étude, qu'avez-vous remarqué au fait? Oui, mon frère, c'est très grave parce que nous constatons à travers des documents tels que les projets de loi portant reddition des comptes 2008, c'est un document que nous avons consulté, et vous pouvez aussi consulter les différentes lois, rapports de la Cour des comptes annuelle. Par exemple, dans la reddition des comptes de 2008, vous verrez qu'il y a 470 écoles qui devraient recevoir des frais de fonctionnement pour la réhabilitation de ces écoles, et ces écoles n'avaient rien reçu, donc ils ont reçu 0 frais de fonctionnement. Et quand vous regardez au niveau du cabinet du président de la République actuel, vous verrez en 2008 qu'il a dépensé 208% de ce qui était destiné. Donc il a fait un dépassement de l'ordre de 208%. Et si vous prenez les dépassements qu'il a réalisés, vous trouvez de l'argent qui pouvait suffire pour réfectionner ces écoles à travers le pays, notamment les écoles de tous les villages de nos députés là. Alors, ces écoles sont réparties pratiquement dans chaque territoire. Alors, le principe au Congo, c'est lequel? C'est que quand on vote le budget, on affecte des ressources pour le fonctionnement de chaque service public, c'est tous les services de base, les écoles, les hôpitaux, la police, l'armée. Ces ressources sont à la disposition du ministre du tutelle. Il réalise des dépassements de l'ordre de 500%. Ici, on n'a pas le président de 200, mais il y en a qui réalisent de l'ordre de 200, 500%, ainsi de suite. Et au finish, vous verrez que les services de base n'ont reçu comme frais de fonctionnement. Mon collègue venait de dire tout à l'heure que les salaires sont minimes. Vous avez un salaire de $50, vous n'avez pas de frais de fonctionnement, vous êtes policier, et vous avez une arme entre vos mains, vous pouvez vous imaginer. Vous vous payez sur la bête. Donc, la bête qui est devant vous, c'est des citoyens que vous êtes censés protéger. Et c'est cela, quand on parle de viol, oui, c'est bien bon, il y a des étrangers. Et comme vous l'avez bien introduit pour dire, nous sommes de l'école de ceux qui disent, si l'étranger a réussi à faire quelque chose chez nous, c'est parce que nous-mêmes, nous acceptons d'abord que les nôtres nous fassent pire que ce que l'étranger a fait. Quand nous tous Congolais, nous nous taisons, qu'on paye mal les médecins, les enseignants, les militaires, les policiers, nous nous taisons quand on les paye mal, on ne leur donne pas de frais de fonctionnement, nous nous taisons. Eh bien, quand un Rwandais, un Angolais et tout l'autre vient faire aussi du désordre, parce que ce sont ces gens qui travaillent pour l'État qui devraient l'empêcher d'entrer. Donc en fait, c'est comme ça que le Congo fonctionne, et c'est pour cela que nous disons, nous devrons d'abord parler de ça, que ça entre dans la tête de chaque Congolais. Et puis ensuite, vous avez relevé dans vos prospectus le fait qu'il y a une certaine impunité. Il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Il y a par exemple le cas des 12 députés qui en 2009 étaient impliqués dans la minoration des recettes collectées par des organes idoines. Qu'est-ce à dire? Oui, en fait, c'est une succession de l'impunité, de l'injustice. Non pas seulement ils ne sont pas payés, mais ils sont aussi, les Congolais, victimes de ceux qui sont censés les protéger, c'est-à-dire par exemple les parlementaires. Et ces parlementaires, par exemple, qui étaient par exemple mandatés pour les 12 parlementaires, par exemple, pour aller récolter les taxes, comme l'a déclaré la Fédération des entreprises congolaises. Ils ont fait, voilà, la FEC, ils ont écrit noir sur blanc qu'ils avaient versé à l'État 20 milliards de dollars. On parle de milliards, pas des milliards congolais, mais 20 milliards de dollars. Mais les 12 députés ont déclaré 5 milliards de dollars. Mais les 15 milliards, ils ont disparu. Il n'y a jamais eu de procès.
entre autres, le grand monsieur là, l'opposant, monsieur... Les Sanga Bonganga qui est dans... Voilà, les Sanga Bonganga, quand on entend parler, on a l'impression que ce monsieur-là va sauver le Congo demain, mais il est impliqué, il était parmi les 12 parlementaires qui étaient censés récolter ces fonds, mais qui aujourd'hui est libre de tous ces mouvements. Il n'y a jamais eu de procès ni d'incarcération par rapport à ces 12 députés. En gros, c'est ces licences. Bon, voilà, nous, ce qu'on dit, si par exemple le budget de l'État, il est de l'ordre, je crois, de 7 à 8 milliards, avec 5 milliards seulement les fonds propres du Congo. Et pourtant, notre entreprise déclare 20 milliards. Donc, les 15 milliards pouvaient suffire quand même à augmenter un peu notre budget de l'année. Maintenant, si les 15 milliards disparaissent comme ça, et qui sont à l'auteur de ça, même les députés que nous avons votés, nous comme relève, qui sont censés nous protéger, mais ils sont complices avec même le gouvernement qui sont censés dénoncer. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'impunité, c'est-à-dire tous nos dirigeants du gouvernement, à l'opposition, le Parlement, personne ne dénonce tout ça. On nous met dans des débats des personnes, des débats de bas étage qui font que le peuple ne sait pas d'où vient son malheur. Cette impunité-là, les 15 milliards de dollars qui disparaissent, et qui pouvaient suffire même à financer les élections qui font aujourd'hui, et la souffrance du peuple congolais. C'est-à-dire, tant qu'il y aura l'impunité au niveau de tout ce qui est le fonctionnement de l'État, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de justice. Même l'ancien président du Parlement, qui aujourd'hui on parle de 200 millions qui devraient être pour la construction d'un nouveau Parlement, cette affaire disparaît comme ça, on n'en parle pas, mais il savait devenir aussi le président du Congo. Nous, on veut des gens dignes à la tête du pays, donc on dénonce tout ça. Ce troisième point, on aimerait qu'il y ait un procès, une poursuite de ces 12 parlementaires. Ils doivent justifier, nous expliquer où sont passés les 15 milliards de différence entre la déclaration de la FEC et ce qu'ils ont déclaré officiellement. Alors, vous avez mis le doigt sur un autre point, c'est les déficits de financement des provinces. Vous semblez accuser le gouvernement central, ce n'est pas vous, hein, c'est aussi dans la presse, et certains gouverneurs de provinces en sont plaints, que les 80% leur alloués ne leur sont pas versés. Pensez-vous que c'est ce qui bloque le développement à la base? Oui, effectivement, M. Kevin, la loi, c'est la Constitution. Ce n'est pas seulement les gouvernements qui dénoncent, ou nous, c'est la Constitution. Le Constituant de 2006 a consacré ça. Il a dit la retenue à la source de 40%. Il y a un facteur important que les gens oublient. C'est que si l'autorité locale sait qu'en collectant les recettes à caractère national, j'ai d'office 40% des recettes, il va se mobiliser, il va mobiliser son système pour qu'il collecte le plus possible d'argent, afin qu'il reste avec un 40% qui est aussi consistant. Le contraire, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui le contraire, c'est que on prend, tout arrive à Kinshasa et on parle du terme rétrocession qui n'est pas un terme dans la Constitution. Il y a violation de la Constitution lorsque vous faites ce que la Constitution n'a pas dit. Et cette rétrocession, soit elle n'arrive pas, et quand elle arrive, il y a un terme au Congo qu'on appelle retour, opération retour. Donc, quand le ministre de Kinshasa veut maintenant vous envoyer l'argent en province, il a droit à un pourcentage si c'est cet argent que vous devrez nécessairement avoir. Donc, il y a l'opération retour et ça fait que nous avons en 2009, moi j'ai fait une mission dans le cadre de mes travaux comme chercheur à Ubundu, dans les territoires d'Ubundu, en province orientale. J'ai trouvé l'administrateur du territoire à l'époque qui avait fait 6 mois de fonction sans salaire, qui n'avait aucun frais de fonctionnement. Et pourtant, si vous regardez dans le territoire, le fonctionnement du territoire, il y a une ligne budgétaire qui s'appelle pont et chaussée. Et si vous regardez, c'est la ligne budgétaire la plus, qui a une enveloppe la plus élevée au niveau du territoire. Et pont et chaussée signifie quoi? C'est que l'administrateur du territoire, s'il a cet argent-là, il entretient les routes avec ce qu'on a connu de l'époque des berges de cantonniers. Il entretient des routes, et s'il entretient des routes des aides agricoles, il y a l'activité agricole. Ce qui se produit dans les villes arrive facilement à l'intérieur. Je suis arrivé dans ces villages, j'ai fait un don du sel dans ma main comme ça au chef du village. Il m'a vu pour Indien. Donc ce qui est dans les villes n'arrive pas. Et ils ont
pas mal de choses à manger qu'ils ne connaissaient pas amener dans la cité. Donc on a comme l'impression que les Belges faisaient de la magie quand ils entretenaient ces routes-là qui étaient à terre battue. Ils n'étaient pas asphaltés. Alors que nous avons compris, en étudiant très bien comment ça fonctionne, c'est cet argent-là. Donc si nos provinces ont le pouvoir de retenir à la source, ils vont mobiliser davantage de ressources et ils vont entretenir les infrastructures de base. On n'a pas à crier à Kinshasa pour venir entretenir une route qui relie des villages. Donc c'est là que nous interpellons, et c'est l'article 75 de la Constitution en alinéa 2, ce n'est pas nous qui le disons. Donc il y a violation de la Constitution. Oui, vous dénoncez en fait la non-rétrocession de ces 40%, disons, prévus par la Constitution. Non, pas non-rétrocession, mais c'est la retenue à la source. Parce qu'ils disent des rétrocessions, mais la Constitution parle de la retenue. Il faut que les provinces aient le pouvoir de retenir immédiatement et de laisser passer que les 100%. D'accord, alors du moment que la Constitution n'est pas respectée, il y a des sanctions qui sont prévues, il y a des mécanismes prévus justement par la Constitution pour constater le non-respect de la Constitution et puis valider certaines lois. C'est notamment l'instauration d'une cour constitutionnelle, d'une cour de cassation en dernier ressort en cas de procès. Vous avez constaté que cela tarde à venir, bien que dernièrement il y a eu une réforme où on a installé des institutions mais qui ne correspondent pas exactement à ce que la Constitution voudrait. Qu'en est-il, Kalba? Si on regarde de près aujourd'hui le fonctionnement du gouvernement en République démocratique au Congo, c'est copie conforme. Je dirais même la continuité du mouboutisme. Il n'y a rien qui n'a changé de fond, même les personnes qui sont dedans, ce sont les mouboutistes. Ils sont en train de reprendre les mêmes fonctionnements comme c'était sous Mobutu. Or, en respect de l'article 146 et 145, 157, 149 et 157 de la Constitution, il fallait qu'il y ait l'installation de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et de la Cour d'État. Ce qui nous permettra d'avoir une certaine indépendance de la justice. Mais or, aujourd'hui, la justice, c'est quasiment fait partie un peu intégrante du gouvernement, donc voilà, il y a clientélisme. Vous pouvez pas porter plainte aujourd'hui à un militaire ou à un général ou un membre du gouvernement parce qu'ils sont entre eux, et voilà, il y aura du non-lieu. Mais il a quand même installé les cours, non? Non, il y a une information qui circule. Aujourd'hui, on devrait installer la Cour constitutionnelle dont les membres ont été nommés au mois de juillet. Et ils ont été nommés au mois de juillet parce que la GELTEP et l'IPDEC, mais au niveau de Kinshasa, on avait déclenché une grève de faim. Et on a arrêté 3 personnes. C'est vous avez amené à la prison de Makala. Et pendant qu'on était en prison... L'ANER d'abord. Non, d'abord pour l'année 2014. L'ANER c'était 2015 pour les mêmes problèmes. 2013 pour les mêmes problèmes. Pendant qu'on était en prison, ils ont nommé les membres. Et comme il n'y a pas eu un suivi pour une grande mobilisation dehors, nous étions arrêtés. L'élite politique de l'opposition. Oui, j'ai dit, c'est l'élite politique, opposition majorité, se sont convenus de ne pas faire du bruit. Et comme il n'y a pas eu du bruit, ils nous ont laissé, ils n'ont pas poursuivi les dossiers. Ils ont coupé les dossiers, arrêté les dossiers plutôt. Quand on est arrivé ici, avec toujours les amis de la LIPEDEC, nous avons dit on lance une action sur Strasbourg. On a lancé l'action sur Strasbourg le 28 février. Et après, nous apprenons du bruit qu'ils veulent maintenant installer. Donc, c'est un élément positif qui montre que si le peuple, si tous les citoyens congolais, si toute l'élite, nous on se bat contre l'élite congolaise, essaie de s'approprier ces thèmes, nous en parlons tous. Et nous avons espoir que les politiciens congolais peuvent faire un pas et on peut appliquer certaines dispositions. Alors, j'ai constaté que vous dénoncez avec véhémence l'existence du ministère de la Communication et de l'Information, le ministère qui est dirigé par M. Mende. Quelle est la ratiologie? Sur quoi vous basez-vous pour dénoncer ce ministère? Ou la ratiologie, disons, oui, la raison d'être... Bon, j'emploie un terme abusif. Un terme abusif. Non, mais c'est important parce que le monsieur qui dirige ce ministère-là aujourd'hui, c'est le spécialiste des mots. Il crée des mots en français, il est spécialiste des mots. Mais la vérité, c'est quoi?
La Constitution de 2006 reconnaît les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, les CESAC, comme l'autorité de régulation des médias. Donc s'il faut réguler les médias au Congo, nous avons les CESAC. Les CESAC est institué comme institution d'appui à la démocratie. Les CESAC ne dépendent pas du gouvernement. Donc, et les CESAC, sa composition, c'est que les membres sont désignés par les professionnels des médias et entérinés. On ne dit pas entériné. Le Parlement n'a que le pouvoir, l'Assemblée nationale, le pouvoir d'entérinement. Des membres que les professionnels des médias comme vous avez choisi. Mais, comme ils ont compris, et je me rappelle même, c'est une femme députée du MLC, Madame Eve Bazaïba, qui dirigeait la commission sociale au Sénat à l'époque, et j'étais dans la salle, les jours où elle a défendu, le jour où on a adopté la loi sur les CESAC, elle a défendu mordicus, elle a soutenu qu'on puisse retenir dans la Constitution des incises qui permettaient au ministère des médias, en charge des médias de la communication, de fonctionner. Donc ces ministères ne doivent pas fonctionner. Le fonctionnement de ces ministères est le symbole de la non-liberté de presse en RDC. Si nous devrons obtenir, comme nous disons, nous faisons une action pour la justice et la liberté, vous verrez bien que tous les points qu'on a développés ne font allusion qu'à la justice. Mais ici, là, c'est la liberté. Et ces ministères, il est là comme un policier. Donc une muselière, au fait. Voilà, vous avez bien utilisé les termes, c'est pour museler la presse. Il faut l'étouffer, il peut couper le signal quand il veut, il peut décider d'aller... Hein? Comme les cas du 19, 20. Oui, donc, il est là comme policier de la presse et il ne doit pas fonctionner. Nous voulons la justice et la liberté en RDC et nous voulons que ces 6 points soient démises. Et il y a beaucoup d'avantages qu'on pourrait peut-être revenir après. Pour nous tous, il s'agit de la diaspora, nous sommes ici dans la diaspora, nous envoyons chaque jour les codes. Nous voulons que chacun de nous réfléchisse sur les 6 points. Si après leur matérialisation, il sera obligé d'envoyer les codes de la même manière qu'il envoie aujourd'hui, pour d'envoyer de l'argent au pays. Voilà, donc là vous avez expliqué la raison d'être de votre protestation par rapport à l'existence de ces ministères. Et moi je parlais de la syllogisme, qui est la raison d'être d'une loi. Oui. Donc quand j'avais dit que c'était abusif, mais à propos de loi, revenons à la loi des lois, la Constitution. Vous vous plaignez que la Constitution n'est pas respectée. Quel est pour vous l'article sur lequel vous vous basez, l'article qui vous chagrine le plus et dont le non-respect vous titille le plus? La Donc, Constitution il y a, au Congo. non, attends, il y a l'article qu'il ne faut pas que quelqu'un, et parce que la Constitution elle-même l'avait déjà dit, qu'on ne les changera pas. C'est l'article 220. Et essentiellement sur les mandats du chef de l'État. Il est évident que pendant 10 ans, tout ce que nous avons dit ici, ils se sont mis plein dans les poches. Mais il est aussi évident que s'il y a une fiscale alternance politique, donc c'est lui qui est là, il arrivera au terme de son mandat en 2016. Il doit nécessairement se retirer et qu'il désigne dans leur groupe là d'autres personnes. Mais que c'est lui qu'ils vont désigner, qu'ils sachent que nous sommes en train de sensibiliser la population pour que la population puisse savoir qu'est-ce qu'un dirigeant politique doit faire pour elle. C'est cela le problème aujourd'hui que nous voulons mettre dans les débats au Congo. Donc l'article 220 doit rester verrouillé et la population doit savoir qu'il ne faut pas laisser quelqu'un qui a eu 28 000 $ pendant plusieurs années continuer à avoir 28 000 $ pour que vous continuez à avoir 50 $. Ça, la population doit ouvrir les oreilles. Mais il ne faudrait pas aussi que la même chose soit répétée par celui qui va les remplacer. C'est ça encore le grand combat que nous menons. Et l'article 220 reste intangible, inaliénable. Vous connaissez bien les termes que vous avez utilisés, mais nous, c'est vraiment, nous sommes prêts à tout. Comme qu'ils sachent que nous travaillerons et nous sommes prêts à tout pour que cet article reste respecté et qu'il n'y ait même pas une loi qui va permettre une déviation. Et les 19, les 20 et les 21, ils ont vu quelques démonstrations, mais c'est encore plus que ça qu'ils ont vécu, ces dates-là qui pourraient leur arriver. Oui, pour compléter un peu ce qu'a dit mon frère, l'article 220 est sympathique, vraiment rien. Mais entre autres, la Constitution
a été déjà, disons, pas prise en compte depuis les 6 points, depuis le premier point jusqu'au 6e. Cela, ce que l'on fait aujourd'hui, ce n'est pas le travail du peuple, c'est le travail de l'opposition. Nous, maintenant, on envoie quand même un message fort au gouvernement et à l'opposition et aux parlementaires qui doivent savoir que dorénavant, le peuple congolais commence à comprendre comment ça doit fonctionner l'État réellement, que ce soit Kabila ou pas Kabila. On avait souhaité ne pas citer le nom de personne, mais on a fini par mettre en citer. Celui qui viendra après doit savoir que le peuple congolais a déjà dorénavant ses frères et qui commence déjà à leur expliquer le pourquoi du chaos qui règne au Congo et pourquoi il vit dans une situation d'esclavage, pour dire le terme. C'est le fait que le fonctionnement de l'État n'est pas respecté comme c'est devait. Le Parlement ne fait pas le boulot que le peuple lui a mandaté et l'opposition nous amène dans le combat des bas étages pour se dénoncer au lieu de nous traiter de ces problèmes de fond parce que quelque part on a fini par comprendre que non, ils sont tous en train de se partager l'argent de l'État. Du coup, ils ne sont pas capables de les dénoncer pour dire que voilà, les versements disons, des montants qui sont alloués au fonctionnement de l'État réel, ils ne sont pas respectés. Alors, si je comprends bien, je vois que c'est la société civile qui renvoie dos à dos la classe politique, qui est coupable d'avoir violé les 7 points que vous avez énumérés ci-dessus. Alors, pour récapituler, vous avez fait une pétition adressée à l'ONU et au Parlement européen. Dans cette pétition, il y a 2 points. Le premier point, c'est vous demandez à l'ONU d'appuyer les revendications de la population, que vous avez résumé en 7 points que vous venez d'expliquer. Et vous leur demandez aussi, deuxième point, de soutenir financièrement les élections. Pensez-vous que les élections auront lieu et que tous les préalables sont remplis? Que faites-vous pour qu'on ait des élections libres, transparentes et démocratiques? Voilà, et comme vous avez résumé, vous dites nous mettons dos à dos la classe politique, effectivement. Nous mettons dos à dos nous les renvoyons dos à dos la classe politique, elle est vraiment très médiocre. Parce que pour que les élections soient libres et transparentes au Congo, en RDC, il faut que les partis politiques qui s'engagent à concourir à ces suffrages aient des assises réelles. Et pour avoir des assises réelles sur l'ensemble du pays, parce que les élections, c'est le contrôle dans le bureau de vote, il faut que chaque parti politique soit capable de disponibiliser des témoins dans son bureau de vote et qu'il retire les PV. Parce que les partis politiques et la commission électorale, ils ont les mêmes PV, des photocopies des PV. Il n'y a que la Cour suprême constitutionnelle qui a les originaux. Donc les partis politiques qui pourront bien s'implanter d'abord en RDC pourront contrôler tous les PV des bureaux de vote et pouvoir contester les élections avec preuves, publier même les résultats avec les mêmes preuves que ceux que la CNI dispose. Or, comme vous le constatez, ils sont tous dedans. Ils ne peuvent pas tenir un discours qui peut mobiliser la population pour que quelqu'un accepte d'aller souffrir dans un bureau de vote pendant une journée, 2 jours, parce qu'on veille même dedans pour avoir les PV et lui ramener. Donc il n'y a pas de parti qui occupe aujourd'hui le Congo à cause de l'absence de ces discours-là. Donc nous les renvoyons, nous leur demandons d'adopter, surtout de l'opposition, d'adopter un discours cohérent et logique, de cesser des débats de personnes pour mobiliser la population. Mais nous, on mobilise déjà la population aussi avec eux. Deuxième élément, en 2006, la communauté internationale a su financer l'entièreté de ces élections parce qu'il fallait mettre fin à une belligérance. On a mis fin à cette belligérance. Nous passerons 10 ans de gouvernement, de députés élus. Mais la MONUSCO est toujours au pays. Pourquoi? Nous venons de le démontrer. Les militaires, l'armée ne fonctionne pas. On viole les femmes. L'Union européenne vient de donner un prix Sakharov à un de nous, le docteur Mukwege, qui a reçu ce prix parce qu'il répare les sexes des femmes. Donc l'Union européenne, le Parlement européen reconnaît que ces viols continuent malgré qu'il y a des gens qui ont été élus. Et le troisième élément qui est dans cette affaire, c'est que quand ces politiciens se rendront compte que le peuple est en train d'ouvrir les yeux et qu'aux élections, il peut les sanctionner,
ils peuvent arriver à dire, voilà, on n'a pas d'argent pour organiser les élections. Nous l'avons vu en 2011. Le président actuel qui est en fonction, lorsqu'il s'est rendu compte qu'avec des tours, on peut les battre, il a dit, je n'ai pas d'argent, on supprime les deuxièmes tours. Il peut aussi dire, bon d'accord, je ne me représente pas, je ne suis pas candidat, mais il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Alors nous voulons travailler sur des fronts et chercher aussi des partenaires. Nous sommes miselés parce que quand vous êtes honnête au Congo, c'est que vous êtes pauvre. Quand vous êtes malhonnête, vous mettez l'argent dans la caisse de l'ADA, vous avez l'argent, vous allez parler dans les médias où pour parler, il faut payer. Et alors, vous n'allez pas dire la vérité. Alors, nous cherchons des forces aussi. Ici, le Parlement européen peut soutenir les Nations Unies qui financent la MONUSCO, 22 000 hommes, peut soutenir ces élections de 2016, mais avec le président actuel qui n'est pas candidat. Ils mettent des moyens, le président actuel n'est pas candidat, et nous sommes aussi, ils nous soutiennent aussi pour que notre discours arrive. Les soucis, les changements ne peuvent arriver que si chaque Congolais, même dans les petits villages, est au courant de tout ça. Et après, on a le temps de les convaincre à adhérer. Parce qu'il faut d'abord que je sois informé, hein, et puis que je trouve mon intérêt pour adhérer. Et c'est ce travail-là que nous devrons faire, que nous nous sommes engagés à faire, et que nous sollicitons que l'Union européenne nous soutienne. Mais nous ne voulons pas le faire aveuglément, pour qu'en 2016, on l'a fait, mais il n'y a pas d'élection. Que l'Union européenne nous donne de l'argent pour organiser ces élections. Cette fois-ci, on les garantit que 5 ans après, nous serons capables de l'organiser nous-mêmes parce qu'on aura des dirigeants cohérents, des humains surtout. Et Calva, donc concrètement, la pétition elle est déjà prête, les gens s'y adhèrent. Donc pour vous retrouver, c'est tous les samedis, de quelle heure à quel endroit et comment ça se passe globalement pour qu'on se dise au revoir. Il y a cela un mois, disons, le sitting est là, sur place Kléber à Strasbourg, de 10h à 16h. La pétition elle est bien en marche et les gens ils adhèrent. Curieusement, on voit que oui, curieusement, c'est, comment je vais dire, ce n'est pas pour les termes, doit être mal employé, les Occidentaux qui signent la pétition en les expliquant quelque part le fonctionnement de l'État et les causes, avant qu'on attaque l'étranger, je veux dire, les causes sont pour moi principalement congolaises. Si notre gouvernement paye l'assistant professeur de l'université $70, ce n'est pas l'Occident qui a dit qu'il faut payer les professeurs $70. Comment voulez-vous qu'un assistant de l'université qui touche $70 puisse donner les cours correctement? Il n'a même pas le frais de fonctionnement pour son labo. Donc du coup, il va taxer sur les étudiants et voilà, ça sera la corruption. Et même les filles aujourd'hui à l'université au Congo se prostituent pour leurs études. Donc, pour revenir à l'essentiel, donc cette pétition, ça va au Parlement européen, on va dire à l'ONU, vous avez plus de 21 000 personnes au Congo qui nous coûtent presque $1 milliard par an. Ben, financer les élections en réformant une telle condition. La CENI, Malou Malou, ne doit pas être là parce qu'on voit déjà que non, il a été discrédité par rapport à ce qu'il avait fait en 2011. Réformer la CENI et qu'il y ait des élections vraiment dans le démocratique, en République démocratique du Congo. Donc, en partant de là, pour ceux qui vont vous dire, ah tiens, vous êtes pro pour les élections, oui, on veut des élections à une certaine condition, pas les cas actuellement, avec un président qui cherche à faire un glissement, un recensement, et avec cette CENI-là, nous on peut parler des élections, ou bien voilà, c'est une des possibilités pour que ce pays la change. Ça peut être coup d'État, je ne sais pas ceux qui sont pour prendre les armes, pour ceux qui sont pour, nous ne sommes pas dans cette logique-là, nous sommes dans le combat non-violence. Et donc, on mène le combat d'une façon où c'est le soulèvement populaire, après avoir expliqué au peuple congolais les 6 points des origines de sa souffrance, ou bien les élections démocratiques. Mais les deux cas, on va y arriver parce que nous, maintenant, on est sur le chemin pour expliquer au peuple congolais pourquoi il souffre, pourquoi la police est en train de lui faire payer $10 ou $15 parce qu'il est mal payé, pourquoi les professeurs il lui demande de l'argent pour lui donner l'éducation parce qu'il est mal payé. Pourquoi les médecins, quand il va à l'hôpital, il n'y a même pas des médicaments pour faire parce qu'il est mal payé, il n'y a même pas de frais de fonctionnement. C'est-à-dire, l'opposition, moi ce que je déplore beaucoup, l'opposition et le Parlement qui sont censés défendre la cause du peuple, ils sont là et ils savent tout ceci, ils disent rien.
Donc, quelque part, il y a vraiment des poids à changer dans ces pays-là. Ce n'est pas que Kabila et son système moubutiste, mais c'est tout l'ensemble de la classe politique qu'il faut balayer. Alors, à ces politiciens qui veulent vraiment avoir notre soutien, ben, qui commencent à tenir dorénavant ces discours, ces 6 points, eh ben, comme ça, au moins, ils peuvent avoir le soutien de ceux qui sont dans le GLTEP, Génération Lève des 13 parlementaires et de l'IPDC Ligue pour la paix et l'instauration de l'état des droits. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, merci beaucoup à Raphaël Mukandila et à Kalva Iemefuka pour avoir accepté notre invitation ici à Strasbourg. Et merci à Isaac Kalonji qui nous a filmés et à une dame de Strasbourg qui s'est vraiment engagée à soutenir cette manifestation. Et par souci de discrétion, nous tenons, nous la gardons dans l'anonymat, mais merci beaucoup à elle. La dame des fers. La dame des fers. Et merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions d'avoir quand même fait les déplacements de Paris jusqu'à venir ici à Strasbourg. Parce qu'au passage, le sitting est là tous les samedis de 10h à 16h. Et tout le monde est au courant dans la communauté, dans la diaspora. L'IPDEC, l'IPDC est partout, là où les Congolais se rassemblent. Mais à Strasbourg, curieusement, la diaspora, personne ne bouge. Mais on demande qu'aux Congolais d'investir, de prendre en considération que le combat du Congo n'est pas dans une ville, mais c'est à travers le monde. Là où les Congolais se réunissent, ils sont censés être là pour se réunir avec nous ou sans nous, mais ne pas faire des préférences. Voilà ce qu'on veut dire. Sur ce, on vous dit merci de nous avoir suivis. Merci.